Le 13 octobre 2025, un barrage de 400 mégawatts surgit au cœur du Burkina Faso, brisant brutalement les repères habituels. En une seule annonce, un réservoir de 200 km² promet d'éclairer 2,5 millions de personnes et de rompre avec les coupures, les groupes électrogènes et la dépendance énergétique qui rythmaient jusqu'ici la vie quotidienne. Mais derrière ces chiffres, que représente vraiment ce pari pour Ibrahim Traoré, pour votre vision du Burkina Faso et pour l'équilibre plus large de l'Afrique de l'Ouest? Un test décisif où la lumière peut à la fois élever un pays, l'exposer à de nouveaux risques et redistribuer silencieusement les rapports de force. L'annonce du 13 octobre 2025 ne proposait pas seulement un barrage. Elle introduisait une promesse structurante capable de redessiner l'accès à l'électricité, l'organisation des services publics et l'équilibre énergétique d'un pays longtemps freiné par l'instabilité du courant. Au cœur de cette promesse se trouve une idée simple mais décisive pour les années à venir. Offrir une énergie plus fiable à des millions de foyers afin de stabiliser les écoles, les cliniques, les petites entreprises et les zones rurales encore éloignées des réseaux modernes. Cette perspective attire rapidement l'attention, car elle s'accompagne d'un enjeu précis: la capacité d'un État aux ressources limitées à mener un méga-projet de 500 millions de dollars tout en maîtrisant les risques hydrologiques, les déplacements de population et les exigences environnementales. Mais une tension s'installe immédiatement. Si la promesse tient, elle pourrait transformer non seulement l'économie locale, mais aussi le statut du pays dans la région. Si elle échoue, elle deviendrait un rappel brutal des fragilités structurelles que le projet cherche précisément à dépasser. C'est cette ligne étroite qui maintient l'urgence d'en comprendre chaque étape. La révélation la plus marquante, venue quelques jours après l'annonce initiale, s'appuie sur deux chiffres capables de modifier immédiatement la perception du projet: un réservoir de 200 km² et une capacité hydraulique de base de 400 mégawatts, un ensemble rarement atteint en Afrique de l'Ouest. Un second dévoilement, plus discret mais tout aussi structurant, suit rapidement: l'ajout progressif d'un module solaire portant la capacité potentielle à 550 mégawatts, transformant l'infrastructure en système hybride unique dans la région. Face à cette évolution, l'équipe d'Ibrahim Traoré réorganise sa communication afin d'expliquer que l'ouvrage n'est pas un simple barrage, mais une plateforme énergétique multicouche intégrant turbines russes, panneaux solaires, réseaux modernisés et dispositifs de formation technique. Cette clarification repositionne la promesse initiale: il ne s'agit plus de fournir de l'électricité, mais de reconfigurer durablement la trajectoire socio-économique du Burkina Faso. Le choix du site, près de la frontière ghanéenne, résulte d'un calcul précis. La Vulte Noire offre un potentiel hydraulique important, mais son régime saisonnier impose la mise en place d'un design capable d'absorber les crues annuelles. Pour cette raison, les ingénieurs russes accélèrent les études géologiques, tandis que les autorités burkinabées lancent des évaluations foncières destinées à organiser les réinstallations et les compensations. Chaque étape génère un enchaînement de décisions interconnectées: hydrologie, gestion sociale, sécurisation technique et planification écologique. Dans la capitale, les ministères coordonnent les budgets et standardisent les protocoles de sécurité. Les négociations avec les équipes russes finalisent la configuration des turbines, du réseau et des modules solaires. Simultanément, une narration gouvernementale plus large apparaît: l'indépendance énergétique pour la première fois de l'histoire du pays. Cette ambition attire l'admiration comme le scepticisme, car chaque mégawatt annoncé fait naître autant d'espoir que de questions sur la faisabilité réelle d'un projet de cette ampleur. Ainsi, le début de réponse à la question ouverte plus tôt se précise. La transformation annoncée ne repose pas seulement sur une technologie,
mais sur une chaîne de décision où chaque maillon conditionne le suivant et façonne la crédibilité future du projet. Pour comprendre comment le projet commence réellement à prendre forme, il faut suivre ceux qui en incarnent les premières transformations. Sur le terrain, ingénieurs locaux, équipes environnementales et jeunes techniciens formés aux métiers de pointe deviennent les premiers maillons de la chaîne d'exécution. Ils cartographient les zones sensibles autour de la Vulte Noire, vérifient les protocoles de maintenance transmis par les formateurs russes et assurent la cohérence entre infrastructures hydrauliques et modules solaires. Cette présence continue donne aux premiers travaux une dimension concrète, loin des discours officiels et des projections théoriques. Les effets initiaux se matérialisent rapidement dans plusieurs zones pilotes. Les villages récemment raccordés constatent une stabilité électrique nouvelle, permettant aux cliniques de conserver les vaccins plus longtemps et aux écoles d'étendre leurs horaires. À Banora et Dédou, les agriculteurs réinstallés sur des terres mieux irriguées observent une régularité accrue des rendements, signe que les dispositifs hydrauliques périphériques commencent à produire des résultats tangibles. Cette évolution confirme que l'infrastructure agit déjà sur des aspects essentiels de la vie quotidienne, même avant que l'ouvrage n'atteigne sa pleine capacité. Dans les centres de formation, la montée en compétences suit la même dynamique. De jeunes Burkinabés découvrent la gestion de micro-réseaux solaires, les normes de sécurité appliquées aux infrastructures hybrides et la maintenance des turbines. Cette génération nouvelle en construction constitue la base humaine indispensable pour soutenir l'ouvrage sur plusieurs décennies. Leur rôle n'est pas spectaculaire, mais il est déterminant. Sans ces techniciens, aucune promesse ne pourrait passer du plan technique à l'impact réel. C'est cette progression silencieuse, faite d'apprentissage quotidien et d'ajustement permanent, qui révèle les premiers signaux de faisabilité du projet. Tout commence véritablement après l'annonce du 13 octobre 2025, lorsque le projet quitte le registre des intentions pour entrer dans celui de l'exécution. Les premières équipes techniques se déploient autour de la Vulte Noire afin de baliser le périmètre du futur réservoir, relancer les études hydrologiques et recalculer les zones d'inondation. Les autorités locales reçoivent les instructions initiales pour organiser la réinstallation des familles concernées, tandis qu'à Ouagadougou, les ministères coordonnent les budgets et harmonisent les protocoles de sécurité. Dans le même temps, Ibrahim Traoré intervient régulièrement pour réduire les spéculations, rappelant que l'infrastructure s'inscrit dans une logique de souveraineté énergétique. Les négociations finales avec les ingénieurs russes se concluent alors que les paramètres techniques des turbines, du réseau et des modules solaires sont figés. Une fois le terrain stabilisé, les travaux lourds s'activent et modifient rapidement le paysage. Les excavatrices redessinent le lit du barrage, les fondations destinées à supporter les 400 mégawatts initiaux sont posées et les conduites forcées commencent à être intégrées sous supervision russo-burkinabé. Les lignes de transmission s'étendent vers Ouagadougou, Bobo Dioulasso et plusieurs zones rurales encore privées d'électricité, créant une première ossature capable d'accueillir les flux énergétiques futurs. Parallèlement, le module solaire est testé sur de petites surfaces du réservoir pour mesurer la faisabilité d'une montée progressive vers 550 MW. Le rythme s'accélère, la pression médiatique augmente et les demandes de garanties écologiques se multiplient autour des 200 km appelés à être inondés. Chaque avancée technique devient alors un enjeu politique et chaque délai potentiel réactive les interrogations publiques. Lorsque les premières turbines expérimentales sont mises en rotation, un sursaut net traverse les villages pilotes. Les cliniques prolongent leurs heures d'ouverture,
Les écoles installent un éclairage stable et les agriculteurs bénéficient d'une irrigation plus prévisible. Ce changement local, encore partiel mais déjà visible, modifie la perception de l'infrastructure au sein de la population et parmi les observateurs régionaux. Le Ghana et la Côte d'Ivoire surveillent les variations du débit en aval pour anticiper les impacts possibles sur leurs propres installations hydrauliques. Les réactions internationales divergent, prudence en Europe, intérêt stratégique aux États-Unis et volonté d'investissement en Asie. Cette diversité révèle combien le projet dépasse désormais les frontières purement techniques pour entrer dans un espace d'évaluation géopolitique. Les retombées positives et les tensions s'entremêlent progressivement. À l'intérieur du pays, la fierté liée aux premiers résultats coexiste avec une vigilance accrue envers la capacité gouvernementale à maintenir la cadence technique et administrative. Les experts rappellent que la construction n'est que la première étape et que la difficulté réside dans la maintenance, la gouvernance transparente et la gestion hydrologique à long terme. Cette combinaison d'avancées rapides et de responsabilités nouvelles crée un climat où chaque progrès réorganise les attentes. L'infrastructure cesse alors d'être un pari lointain pour devenir un chantier national susceptible d'influencer les équilibres sociaux, économiques et régionaux. À mesure que les effets se diffusent, l'idée d'un modèle potentiel pour l'Afrique de l'Ouest apparaît, même si elle reste conditionnée par la solidité des décisions prises au quotidien. Le premier indicateur repose sur un baseline clair. Avant le lancement du barrage, moins de 22% du territoire burkinabé bénéficiait d'une électricité réellement stable, un seuil qui maintenait écoles, cliniques et petites entreprises dans une dépendance chronique au diesel. Après la mise en service progressive des premières turbines, les projections gouvernementales annoncent une montée vers 40%, soit un quasi-doublement de la stabilité électrique nationale. Cette augmentation traduit d'un changement structurel mesurable dans la vie quotidienne. Le delta obtenu reflète un gain direct pour des milliers de foyers sortant de l'obscurité énergétique grâce à une source plus régulière. Les effets associés confirment qu'une seule infrastructure peut agir sur les marges de développement d'un pays aux ressources limitées. Le second indicateur concerne l'agriculture, secteur central de l'économie nationale. Dans les régions pilotes alimentées par le nouveau système hydraulique, la productivité des cultures vivrières enregistre une hausse située entre 30 et 40%, une fourchette cohérente avec la variabilité des sols et des régimes d'irrigation. Cette augmentation illustre comment la maîtrise saisonnière de l'eau stabilise les cycles agricoles locaux. Le phénomène observé traduit une réduction nette des risques liés aux sécheresses récurrentes. Les exploitations familiales disposent désormais d'une marge agronomique et économique mieux définie, ce qui renforce la sécurité des récoltes et la stabilité des revenus. L'amélioration progressive des rendements forme un socle crédible pour réévaluer les bénéfices concrets du réservoir et des pompes hydrauliques périphériques. Le troisième indicateur vise l'emploi, dimension souvent déterminante pour juger de l'impact réel d'une infrastructure majeure. Plus de 15 000 postes ont été créés autour du chantier, répartis entre construction, maintenance, gestion environnementale et intégration du module solaire. Chaque secteur contribue à structurer une main-d'œuvre plus spécialisée et capable de gérer des systèmes hybrides complexes. Ces chiffres montrent que le projet n'est pas seulement producteur d'énergie, mais aussi générateur d'opportunités locales durables. La montée en compétences observée au sein des équipes burkinabées reflète un processus de professionnalisation qui n'existait pas auparavant dans de telles proportions. Cette dynamique offre au pays une base humaine essentielle pour soutenir l'infrastructure au-delà de la phase de construction. L'ensemble de ces données révèle une cohérence nouvelle entre les ambitions de départ et les premiers résultats observés.
Le passage de 22% à 40% de stabilité électrique illustre une transformation mesurable des usages domestiques et publics. L'augmentation de 30 à 40% de la productivité agricole confirme la capacité du projet à réduire la vulnérabilité rurale. Les 15 000 emplois créés démontrent que l'infrastructure génère une valeur sociale dépassant largement ses turbines. Ces trois repères, bien distincts, mesurent des dimensions complémentaires: énergie, alimentation, travail. Ils ne s'additionnent pas pour produire une seule conclusion, mais composent un tableau nuancé où les avancées concrètes côtoient des défis persistants. Les tendances identifiées permettent toutefois de dégager une trajectoire ascendante observable dans les zones pilotes. La stabilité future dépendra de la capacité à maintenir ces deltas dans la durée, à anticiper les aléas hydrologiques et à intégrer durablement les nouveaux travailleurs aux phases post-construction. Le débat autour du barrage repose aujourd'hui sur deux visions qui structurent l'ensemble des discussions techniques, sociales et politiques. Les partisans affirment que l'infrastructure constitue la seule voie réaliste pour faire entrer le Burkina Faso dans une ère d'indépendance énergétique, grâce à la combinaison hydroélectrique solaire et à l'appui technique russe. Ils soulignent les premiers résultats observés dans les villages pilotes: électricité stable, irrigation plus régulière et première cohorte de techniciens formés aux systèmes hybrides. Cette dynamique, selon eux, démontre que le projet n'est pas une ambition hors de portée, mais une transition déjà en cours. Leur argumentation s'appuie sur des progrès visibles et sur la capacité du chantier à créer une main-d'œuvre spécialisée. Les sceptiques défendent une lecture différente en rappelant que la réussite technique d'un ouvrage ne garantit pas sa réussite systémique. Ils évoquent les risques d'inondation liés aux 200 km du réservoir, les défis de réinstallation des populations et la nécessité de maintenir une compensation équitable. Ils insistent également sur la dépendance partielle à l'ingénierie étrangère et sur le coût politique que pourrait représenter une gestion insuffisamment transparente dans les décennies à venir. Pour ce camp, le danger ne réside pas dans l'infrastructure elle-même, mais dans la capacité réelle du pays à soutenir la maintenance, le contrôle hydrologique et la gouvernance long terme. La réponse la plus solide émerge lorsqu'on confronte ces deux visions aux données observées dans les zones pilotes. Les premières turbines ont déjà amélioré l'accès à l'électricité, ce qui permet aux cliniques et aux écoles d'étendre leurs horaires. Les programmes de formation n'ont permis à de jeunes techniciens de maîtriser les systèmes hybrides, créant une base de compétences qui n'existait pas auparavant. Les agriculteurs proches du réservoir enregistrent des rendements plus réguliers grâce à une irrigation stabilisée. Ces éléments ne suffisant pas à effacer les inquiétudes légitimes soulevées par les critiques, mais ils montrent que la dynamique réelle ne se limite ni au risque annoncé ni à l'optimisme initial. Le projet évolue ainsi dans un espace intermédiaire, ni triomphe assuré, ni avertissement définitif, mais une expérience nationale dont la solidité dépendra des choix techniques, sociaux et administratifs dans les années à venir. Un pivot décisif apparaît. À mesure que les analyses régionales se multiplient, le barrage, encore en consolidation, commence à modifier les équilibres hydrologiques et économiques au-delà des frontières des Burkinabés. Les autorités ghanéennes et ivoiriennes recalculent déjà leurs marges de gestion de l'eau, tandis que plusieurs médias africains décrivent l'infrastructure comme un cas d'école inédit pour les pays aux ressources limitées. Cette évolution marque une bascule. L'ouvrage cesse d'être un enjeu intérieur pour devenir un point d'observation régional. La figure d'Ibrahim Traoré prend alors une dimension nouvelle. Son rôle ne se réduit plus à annoncer ou superviser un projet.
Il devient l'axe de convergence entre ambition nationale, pression internationale et attente sociale. La perception extérieure évolue également. Ce qui était considéré comme un pari risqué se transforme progressivement en modèle potentiel de coopération technique et d'autonomie énergétique. L'intégration solaire, longtemps vue comme un simple module additionnel, apparaît désormais comme l'élément capable de repositionner l'ensemble en créant une marge stratégique rare dans la région. Cette étape marque le milieu du récit. La trajectoire cesse d'être locale et devient géopolitique, ouvrant une nouvelle phase d'incertitude et de possibilités. Sur le plan des foyers, les transformations deviennent visibles dans les zones rurales autrefois plongées dans l'obscurité. Les villages proches de Banora, Dédou et Bobao constatent que l'éclairage stable modifie profondément les habitudes quotidiennes. Les ménages remplacent que les générateurs bruyants par une lumière fiable. Les écoles organisent des cours en soirée et les cliniques peuvent enfin conserver les vaccins en toute sécurité. Cette continuité électrique influence également l'économie domestique, car les petits commerces prolongent leurs heures d'activité et les artisans produisent davantage. Les dépenses liées au carburant diminuent, créant un environnement plus prévisible pour les familles. Ce premier cercle d'impact montre comment une infrastructure énergétique reconfigure directement la vie de millions de personnes. Du point de vue économique, les centres urbains comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso perçoivent une stabilité nouvelle. Les ateliers mécaniques, les boulangeries, les chaînes de froid médical et certaines unités de stockage enregistrent moins d'interruptions. Cette réduction des pannes limite la dépendance au diesel et baisse les coûts opérationnels. Les investisseurs locaux observent l'évolution avec prudence mais aussi avec intérêt, car la régularité du courant crée un climat favorable à la diversification progressive des activités. L'amélioration des infrastructures attire l'attention de quelques acteurs étrangers qui envisagent d'implanter des petites unités de transformation alimentaire ou textile. Cette dynamique économique reste embryonnaire, mais repose sur des éléments concrets issus des zones pilotes. Pour l'administration publique, les retombées dépassent la simple question de l'énergie. La visibilité internationale du projet renforce la position d'Ibrahim Traoré dans plusieurs forums africains, tout en imposant une responsabilité accrue aux institutions nationales. Les autorités doivent gérer les réinstallations, maintenir une gouvernance transparente, surveiller les impacts environnementaux et garantir la maintenance régulière des installations. Chaque avancée technique accroît la pression politique, car la population attend des résultats tangibles dans les domaines sociaux et économiques. Cette situation oblige l'État à passer d'un discours ambitieux à une gestion quotidienne méticuleuse, où chaque décision influence la cohérence globale du projet. Sur la scène régionale, l'infrastructure agit comme un multiplicateur d'influence. Le Ghana et la Côte d'Ivoire surveillent les variations de débit de la Vulte Noire afin d'anticiper les effets sur leurs propres infrastructures hydrauliques. Les États-Unis et l'Europe examinent les implications géopolitiques du partenariat technique russo-burkinabé, tandis que la Chine et l'Inde observent les opportunités émergentes dans les énergies hybrides. Le barrage devient alors un point de référence régional. S'il réussit, il pourrait établir un nouveau standard africain pour les projets énergétiques multilayers. S'il échoue, il fournirait un contre-modèle tout aussi marquant. Cette double possibilité façonne les perceptions régionales et internationales, donnant à l'ouvrage une portée stratégique qui dépasse son utilité électrique immédiate. En croisant ces quatre sphères d'impact, une ligne directrice apparaît. L'infrastructure ne transforme pas un seul secteur. Elle réorganise simultanément les foyers, l'économie, l'administration publique et les interactions régionales. Cette combinaison explique pourquoi le pays se trouve aujourd'hui à un tournant déterminant.
Au cours des 12 prochains mois, la solidité du projet dépendra de la capacité des institutions à maintenir la cadence technique et à gérer les équilibres hydrologiques sans provoquer de tensions sociales supplémentaires. Pour cette raison, 3 scénarios se dessinent, chacun reposant sur les dynamiques déjà observées dans les zones pilotes et dans les étapes techniques en cours. Ces trajectoires ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à identifier les conditions nécessaires pour que l'infrastructure conserve sa cohérence opérationnelle et sociale. Elles illustrent aussi comment une même plateforme énergétique peut ouvrir des chemins très différents selon la qualité de sa gestion. Dans le scénario de base, les turbines déjà opérationnelles consolident leur régularité, les lignes de transmission poursuivent leur extension et les modules solaires augmentent progressivement la capacité hybride. Les villages connectés maintiennent une consommation stable, ce qui permet d'ajuster les flux sans surcharge. Sur le plan régional, le Ghana et la Côte d'Ivoire observent quelques variations de débit mais aucune perturbation majeure, préservant un climat diplomatique serein. Cette trajectoire correspond à une progression contenue mais solide, où les bénéfices sociaux et agricoles s'étendent lentement sans créer d'instabilité. Dans l'hypothèse optimiste, le module solaire dépasse les rendements prévus et accélère l'approche des 550 mégawatts. Les programmes communautaires renforcent l'adoption de techniques d'irrigation modernes, améliorant encore la productivité agricole dans les régions pilotes. À l'échelle internationale, la réputation du pays se consolide, attirant des investissements ciblés dans les infrastructures secondaires. La confiance publique s'élargit, créant un climat favorable à de nouveaux projets structurants. Cette trajectoire place l'infrastructure au rang de catalyseur régional, capable d'inspirer des initiatives similaires dans les pays voisins. Le scénario de fragilité repose sur un enchaînement moins favorable. Les irrégularités hydrologiques compliquent la gestion du réservoir, provoquant une distribution instable dans plusieurs communes. Les retards s'accumulent dans l'installation des modules solaires, ralentissant la montée en capacité. Les contestations liées aux compensations surgissent parmi certaines communautés réinstallées, ce qui alourdit le climat politique interne. Sur le plan extérieur, les partenaires techniques se montrent plus prudents, diminuant l'attrait des futurs investissements. Cette trajectoire ne supprime pas les bénéfices existants, mais les fragilise. Pour naviguer entre ces scénarios, un cadre simple s'impose. Si la maintenance reste rigoureuse, si la gouvernance demeure transparente et si la gestion de l'eau anticipe les variations saisonnières, alors la stabilité domine. Pour mesurer la portée humaine du projet, il faut considérer ce que l'infrastructure transforme au-delà des indicateurs techniques et des projections institutionnelles. Dans de nombreuses zones rurales, les habitants découvrent une relation nouvelle au temps et à l'espace, car l'éclairage stable prolonge les activités domestiques et réduit les contraintes liées à l'obscurité. Les familles peuvent désormais stocker plus aisément les denrées sensibles, utiliser des équipements élémentaires sans craindre les coupures et organiser leurs soirées autour d'une lumière fiable. Cette évolution crée un sentiment de continuité qui modifie la manière dont chacun planifie son quotidien. Dans le domaine du travail, les effets se manifestent à travers l'accès à des métiers spécialisés qui n'existaient pas auparavant dans le pays. Les techniciens formés à la maintenance des turbines et aux systèmes hybrides acquièrent des compétences rares, ce qui élargit leurs perspectives professionnelles. Cette montée en qualification améliore la régularité des activités dans les ateliers, réduit les interruptions et accroît la productivité. Les trajectoires individuelles gagnent en stabilité car de nouvelles options d'emploi se dessinent dans les secteurs techniques émergents.
Pour les petites entreprises et les services locaux, la continuité électrique constitue un avantage stratégique. Les boulangeries produisent plus régulièrement, les cliniques assurent des soins plus stables et les commerces réduisent les pertes liées aux ruptures de la chaîne du froid. La fiabilité du courant renforce la confiance des entrepreneurs, qui envisagent des investissements graduels et mieux planifiables. Cette dynamique contribue à structurer un environnement économique plus prévisible où les risques immédiats diminuent. Ainsi, à travers les foyers, le travail et la production locale, l'infrastructure modifie la façon dont les citoyens se projettent dans l'avenir. La stabilité énergétique ne transforme pas seulement l'économie, elle redéfinit la perception individuelle de ce qui devient possible. Assurer la stabilité du barrage sur le long terme nécessite une articulation précise entre institutions publiques, communautés réinstallées et d'équipes techniques. Cette feuille de route ne vise pas à multiplier les ambitions, mais à structurer les actions mesurables capables de consolider les acquis observés depuis la mise en service des premières turbines. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la coordination gouvernementale devient essentielle pour maintenir la cohérence entre énergie, environnement et cohésion sociale. Chaque acteur doit intervenir selon une séquence ordonnée qui permet à l'infrastructure de conserver son efficacité opérationnelle. Les équipes nationales doivent instaurer des cycles d'inspection mensuels dédiés aux turbines, aux vannes hydrauliques et aux modules solaires. La performance s'évalue à travers trois repères: disponibilité des équipements, temps moyen de réparation et stabilité du débit électrique dans les zones pilotes. Cette approche crée un cadre technique clair et permet d'anticiper les défaillances avant qu'elles ne perturbent les usages locaux. Les autorités hydrologiques doivent intégrer un calendrier d'ouverture et de fermeture des vannes conforme aux variations saisonnières de la Vulte noire. Le succès se mesure par la régularité de l'irrigation dans les zones agricoles réinstallées et par l'absence d'incidents dans les villages situés en aval. Cette gestion permet de maintenir un équilibre délicat entre sécurité et productivité. Les communes réinstallées doivent en bénéficier d'un accompagnement social continu, incluant compensation, infrastructures essentielles et appui productif. Les progrès se vérifient par la satisfaction des ménages, la stabilité des revenus agricoles et la disponibilité d'équipements de base. Les centres de formation doivent en produire une seconde cohorte de techniciens spécialisés afin de réduire la dépendance aux ingénieurs étrangers. Enfin, un tableau de bord trimestriel regroupant données techniques, impacts agricoles et évolution des emplois doit être publié régulièrement pour renforcer la confiance publique. Dans les villages réinstallés, ceux qui avaient guidé les premières étapes du projet, ingénieurs locaux, techniciens formés et communautés déplacées, deviennent aujourd'hui les figures silencieuses d'une transformation plus profonde. Leur présence, observée dès les premiers balisages autour de la Vulte noire, rappelle que l'infrastructure n'a jamais reposé uniquement sur la grandeur technique du barrage, mais sur la somme patiente de gestes quotidiens accomplis par des équipes souvent invisibles. Leur travail, fait de maintenance, d'apprentissage et d'ajustement constant, incarne le lien entre les ambitions nationales et les réalités du terrain. Dans cette dynamique collective, la place d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Il apparaît non comme un décideur situé au-dessus du processus, mais comme un acteur chargé de tenir ensemble les impératifs de souveraineté énergétique, les attentes sociales et les responsabilités techniques. Les premières lumières rallumées dans les zones pilotes deviennent alors des marqueurs symboliques autant que matériels, révélant un chemin où mémoire, confiance et espoir se croisent. Cette progression confère au projet une dimension humaine qui dépasse largement ses turbines et ses chiffres. Au fond, une certitude s'impose: l'énergie
peut réellement transformer une nation. L'histoire du barrage s'étend désormais au-delà de ses turbines, de ses rendements et de ses chiffres. Elle circule dans les familles, dans les écoles, dans les fermes et dans les ateliers où la lumière nouvelle modifie progressivement les habitudes. Elle traverse également les discussions publiques où chacun tente de comprendre ce que cette transformation signifie pour l'avenir du pays. Les débats restent ouverts. Comment maintenir cette dynamique? Comment répartir équitablement les bénéfices? Comment protéger le territoire tout en poursuivant le développement énergétique? Ces interrogations ne cherchent pas une réponse unique, mais une participation plus large à une réflexion commune. Les citoyens deviennent des acteurs directs de cette évolution en observant les changements près de chez eux et en partageant leurs expériences. Les décisions collectives des mois à venir détermineront si cette avancée deviendra un modèle durable ou simplement une étape intermédiaire. Les perspectives sont nombreuses et chacune porte une possibilité à explorer. Si vous souhaitez suivre ces changements, approfondir les enjeux ou contribuer aux discussions, vous êtes invité à rester présent et à prendre part au dialogue.